15e, mais du côté arabe, Rila. Et puis, il y a l'histoire avec Charles Quint, qui s'appelle Le sommeil de la raison, qui lui se passe au début du 16e. En fait, comment vous faites vous utilisez des personnages réels et vous les mettez dans une histoire à vous. Ça vous oblige à avoir beaucoup de documentation, par exemple? Sí, yo estaba muy acostumbrado cuando escribo ciencia ficción a documentarme mucho sobre la parte científica de mis historias. J'ai toujours été habituée finalement, lorsque j'écrivais de la science-fiction, à me documenter énormément, puisque j'ai commencé par une science-fiction un peu hard science, avec vraiment un argument scientifique qui tienne la route. Donc j'ai toujours été habituée, quand je travaillais, à avoir beaucoup de documentation. Y cada una de mis novelas históricas, yo suelo leer, por diversión, ensayo científico, como cosa normal, pero en la parte histórica me apasioné por cada personaje, fue una absoluta pasión en el que durante los meses que estaba preparando estas novelas le daba la paliza a todo el mundo diciéndole, tú sabías que... en fin, no hablaba de otra cosa y fue una locura, tanto la primera novela como Rila, como la tercera, fue una obsesión. Et donc du coup, quand il s'est agi de se documenter, déjà moi j'aime bien l'histoire, et j'avais envie de placer des intrigues donc, dans l'histoire, et donc je me suis documentée. Alors là c'était une vraie folie, une vraie frénésie, parce que d'abord j'aime bien lire des essais scientifiques, donc je recherchais vraiment des essais universitaires, et je me documentais, et après j'enquiquinais tout le monde à longueur de temps, parce que j'habitais vraiment avec le personnage, sa vie, son histoire. Oh, tu savais qu'un tel a fait ça à telle époque, ah, tu savais qu'il s'est passé ça, et j'ai vraiment enquiquiné tout le monde. La idea de mi primera novela, la de la Folie de Diez, fue en un viaje que hice a Mallorca. Ramón Llull es de Mallorca, y visité una iglesia en la que había un gran cuadro de Ramón Llull, y un cuadro enorme dentro de una iglesia, y estaba todo rodeado de instrumentos científicos de la época. Et en fait l'idée de la Folie de Dieu m'est venue parce qu'un jour j'ai voyagé, je suis allée à Majorque, et puis j'ai visité une église, et donc là il y avait un immense portrait de Raymond Lull, et qui était entouré d'instruments scientifiques de l'époque. Sí, para mí esto fue absolutamente increíble, ¿no? Una iglesia gótica con un cuadro de un santo, que aparecía como un santo con vestido como un monje, y que estaba rodeado de instrumentos de ciencia. Et pour moi, c'était absolument époustouflant de voir cette église gothique avec ce tableau qui ressemblait en fait à un tableau de saint, quoi. Il avait des vêtements de moine, une espèce d'auréole, enfin il était peint à l'ancienne, et puis tous ces instruments scientifiques autour. Y empecé a investigar sobre Ramón Llull, y fue el origen de mi primera novela. Et donc le personnage m'a tellement interpellée que j'ai commencé à faire des recherches sur Raymond Lull, et que c'est ça qui a été à l'origine de mon premier roman. Ese choque entre lo racional de ese cuadro con esos instrumentos científicos y la parte esotérica o religiosa del entorno de una iglesia gótica, fue ese choque que yo quise transmitir en mi novela. Et donc en fait le choc entre finalement ces instruments scientifiques, qui présentent quand même un aspect rationnel, et puis tout cet environnement très ésotérique de cette église gothique, avec l'environnement religieux, ce choc-là, ça m'a vraiment, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là, autour de ça, et c'est de là qu'est partie l'idée du roman. En fait, vous êtes quand même fameusement audacieux, parce que prendre comme personnage principal un personnage historique, Raymond Lull, dans Le sommeil de la raison, c'est aussi un personnage historique vivesse, il faut pas leur faire n'importe quoi, je suppose. Sí, de hecho en El sommeil de la razón la cosa es más grave aún, porque el personaje del rey Carlos V encontró un documento que desde que nació hasta que murió, todo lo que hizo en su vida está reseñado en ese documento, con lo cual no me dejaba ningún margen para trabajar. Oui, et donc c'est encore pire que ça, puisque dans Le sommeil de la raison, le personnage de Charles Quint finalement tombe sur un document qui va énumérer toutes les actions de sa vie. Et donc c'est vrai que travailler avec des personnages historiques, c'est pas simple. Pero para mí,
los límites, los problemas, yo creo que me estimulan la imaginación. Mais moi je crois qu'au contraire, ces limites-là, c'est ce qui stimule mon imagination. Yo me he documentado de cosas que probablemente solo unas pocas personas luego van a saber que es verdad o mentira. Y aún así hay fallos, como me pasó en Les Sommeils de la Raison, que aparece un canal en Bruselas que no se inauguró hasta... Y eso a mí, a lo mejor solo se ha dado cuenta él y unas pocas personas que viven en Bruselas, pero yo quería que se fuera todo exacto. Y tengo esa obsesión, es una obsesión. Ouais. Et alors j'essaye justement, je me documente, mais jusqu'à trouver des détails que peu de gens connaissent, ou que peu de, des fois, il arrive parfois que je fasse des toutes petites erreurs, mais qui sont tellement mineures que peu de gens le savent. Et alors notamment, justement, l'erreur dans Le Sommeil de la Raison. Il y a des choses qui se passent à Bruxelles, et donc j'ai situé une scène où en fait on présente un canal qui finalement n'a été creusé et inauguré que bien plus tard, et où donc là, évidemment, j'ai pas respecté l'histoire. Pas tellement bien plus tard, hein. Ça se passe vers les 1515 ici, 1520, et le canal a commencé à être creusé vers 1550. Donc l'erreur n'est pas si grande, et en fin de compte, c'est pas grave. Mais je lui avais signalé quand même, Pero para comme mí, je suis bruxellois. Para mí es una obsesión ser exacto. Et voilà, pour moi, c'est une obsession d'être vraiment le plus précis possible et d'aller. Donc voilà, ça m'embête. Une dernière question sur ces romans d'histoire alternative. Javier Negrete fait aussi pas mal d'histoires alternatives avec plutôt l'Antiquité. Est-ce qu'il y a une école espagnole de fantasy historique de ce genre? No, yo creo que tanto Javier Negrete como yo hemos salido de la ciencia ficción. En fait, je crois pas, parce qu'en réalité, autant Javier Negrete que moi, quelque part, on est sorti du domaine de la science-fiction. Y yo creo que eso te obliga a plantearte las historias desde un punto de vista que el utilizar la historia viene un poco como lógico. Pero hay una diferencia. Oui, et donc nous, on a été obligés finalement du fait qu'on est un peu sorti de la SF et quand on a travaillé un peu sur l'histoire, d'avoir des intrigues où il y a une certaine logique et justement un certain cadre. Yo creo que lo que ha hecho Javier Negrete sí que es historia alternativa, sí que es, pero yo intento hacer una historia oculta. Alors en fait, Javier, lui, il fait effectivement des histoires un peu alternatives. Moi, je dirais que j'essaye plutôt de faire, j'ai plutôt essayé de faire une histoire occulte. Siempre sucede algo en mis novelas que puedas pensar que eso ha sucedido realmente, pero ha quedado oculto por un accidente de la historia. Et donc en fait, moi, dans mes romans, je glisse toujours au milieu de l'histoire vraie des événements qui pourraient s'être produits, mais que par une faille de l'histoire, on aurait caché ou bien oublié. Alors passons à la science-fiction maintenant et au dernier bouquin, Le Filet d'Indra, enfin, c'est le dernier traduit en français. C'est une belle histoire de science-fiction, un peu vertigineuse. On découvre sous le sol, dans le sous-sol du Canada, grâce à un nouveau satellite américain, une énorme géode de plusieurs kilomètres de long, qui apparemment est bien un artefact, quelque chose d'artificiel. Et une équipe de scientifiques et de militaires, américains évidemment, va essayer de savoir, de percer le secret. Et j'aimerais bien que Sylvain Demierre nous fasse le plaisir de lire la découverte par les deux scientifiques en question, Laura et Neko, qui est son assistant, de cette sphère. Un cercle de gros projecteurs illuminait le centre de la grotte. Le géologue leur montra ce décor d'un geste de la main. Sous le sol rocheux, on avait mis au jour une surface noire, brillante, parfaitement circulaire d'environ 20 mètres de rayon. L'anneau lumineux s'y reflétait comme en un miroir. Plusieurs personnes s'affairaient alentour. Laura atteignit la limite entre la roche et cette surface énigmatique. La pierre semblait avoir été dégagée avec un soin méticuleux, à l'aide de fins marteaux de géologue, non sans laisser de légères traces. Elle se pencha pour mieux voir. Peu après, elle tendit la main pour effleurer le matériau. Froid au toucher, dit-elle avant de le gratter du bout des ongles. Très solide. Brillance un peu huileuse, couleur noire intense, poli parfait.
On aurait dit un grand disque, plutôt plat, peut-être un peu bombé, gisant sous le sol.